Europe 1 matin. Le club de la presse européen après l'Alsace sur le thème de l'industrie. Hier, l'Hérault. Ce jeudi pour Emmanuel Macron sur le thème de l'école. Alors on va évidemment scruter l'accueil qui sera réservé au président. Ou sans doute. Mais alors l'école, elle figure sur la feuille de route des 100 jours décrétés lundi soir. Elle change à vue d'œil, nous disait le président de la République, cette école. Au même moment, Pape Ndiaye sonne la charge contre le privé sous contrat sur le thème de la mixité sociale. On parle de l'école ce matin avec nos deux plumes du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Votre micro marche-t-il? Vous pouvez dire bonjour. Voilà, bonjour ça y est, à tous. on vous entend très bien. Deux valeurs actuelles. Carole Barjon est avec nous aussi. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Grand reporter à l'Obs. Alors évidemment, le thème du jour pour l'école, ce sera très précisément les revalorisations salariales. On en saura plus, mais plus globalement, cette école qui change à vue d'œil. C'est étonnant comme formule de la part du président de la République. On a l'impression que tout se fait à vitesse grand V à l'école. Est-ce vraiment le cas? Non, pas du tout. Justement, l'école, c'est le lieu du temps long. Oui. Et je rappelle quand même que dans sa campagne présidentielle de 2017, c'est-à-dire sa première campagne, c'était déjà une priorité. Et donc, il avait nommé Jean-Michel Blanquer. On était sur plutôt le retour des fondamentaux. Lire, écrire, compter. La laïcité, etc. Voilà. Bon. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est un changement complet qui s'opère parce que Pape Ndiaye a effectivement commencé à l'automne dernier à parler un peu des fondamentaux, etc. Mais on voit qu'il s'oriente très vite plutôt sur la composition sociologique de l'école publique et du privé. À l'aide d'indices qu'il a fait mettre au point. Et au fond, maintenant, il explique qu'il n'y a pas assez de mixité sociale dans le privé et que donc, il faut que le privé s'aligne sur le public. Mais la question, c'est de savoir s'il ne va pas... a priori, on se dit... il faudrait peut-être mieux commencer par réparer l'école publique et s'attaquer aux raisons pour lesquelles les parents... Emmanuel Macron, c'est fait. Il nous dit les remplaçants arrivent à la rentrée, le soutien scolaire au collège aussi, la demi-heure de sport quotidienne, les augmentations pour les profs. Donc, tout ça, c'est réglé pour le mois de septembre. Bon, next, passons à la suite. La mixité sociale, mais alors qui est clairement en plus une position, un programme plutôt de gauche, alors qu'on ne cesse de dire qu'Emmanuel Macron voudrait virer à droite. Ça n'est pas très clair, Charlotte Dornelas. C'est surtout qu'on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, parce qu'il nous faut une grande annonce et puis il nous expliquera plus tard en fait ce que ça veut dire exactement. Et les négociations sont en cours, en l'occurrence avec le privé, sous contrat, donc pour cette question de mixité sociale dont il avait déjà parlé précédemment. Et j'ajoute qu'une proposition de loi a été déposée au Sénat précisément pour conditionner les aides publiques accordées au privé, c'est-à-dire 3/4 du budget du privé, en échange d'engagements sur la mixité sociale. Tout ça est extrêmement concret. Mais en échange de la mixité sociale, le problème c'est que la question se pose soit du côté des parents, puisqu'en effet les 3/4 du financement du privé sont assurés par l'État, mais donc pas 100%, donc il reste par exemple des frais de scolarité, il reste par exemple des frais de cantine qui dans le privé ne sont pas assurés. Qui va le payer à la place des parents? Parce qu'on peut toujours leur dire d'aller dans le privé, mais il y a un choix financier qui est fait aussi au moment d'aller dans le privé. Pape Ndiaye le sait mieux que personne puisqu'il a fait ce choix-là pour ses enfants. Les familles favorisées pourraient payer pour les familles défavorisées, quelque chose dans ce goût-là, vous pensez? Il y a un moment où le consentement à l'impôt se fait sur tous les impôts du monde. Et là, en l'occurrence, dans les écoles, si la question c'est juste de répartir la misère scolaire et non pas sociale, puisqu'évidemment c'est ça qu'il y a derrière la volonté du ministre de l'Éducation nationale, en fait, il est dans une tradition qu'on connaît à l'Éducation nationale, c'est qu'il ne supporte pas de voir une tête qui dépasse, surtout si la tête en question réussit mieux sur le terrain scolaire, évidemment pas social. Et je pose la question depuis 3 jours, mais j'aimerais que quelqu'un demande au ministre de l'Éducation nationale: Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous choisi une école privée ultra élitiste pour vos enfants? Est-ce que c'est pour éviter les pauvres? Sérieusement? Évidemment que non. Ça n'est pas une question sociale, c'est d'abord une question de niveau scolaire, évidemment. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'il se penche de toute urgence dans le public de manière générale. C'est le seul sujet que personne n'aborde. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Non mais bien sûr, mais mixité le problème, sociale, mixité scolaire. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Mais pour ça, il faut rétablir un certain nombre d'heures de cours qui ont été supprimées depuis les années 70. Il y a 5h30 de cours d'enseignement de français en moins depuis les années 70. 5h30 dans le par semaine? Oui. Par semaine? Oui. Il y a 5h30 de français en moins par semaine aujourd'hui que dans les années 70. Exactement.
C'est l'association qui s'appelle Sauver les lettres qui a calculé ça. C'est la seule association qui a fait ce calcul. Mais à quel niveau? Au niveau du lycée? Pardon? Au niveau du lycée? Non, au niveau du cycle primaire. Parce que c'est quand même là que tout se passe. Quand vous avez les bons apprentissages et que vous maîtrisez la langue française... 5h30 par semaine. On comprend mieux la baisse de niveau en orthographe mais bien entendu, et en grammaire. Et bien entendu. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord. Mais ça veut dire dotation horaire, comme on dit dans le jargon de l'éducation nationale, dotation horaire supplémentaire, et donc un coût budgétaire. Parce que pour l'instant, rien n'est fait de ce côté-là. Très intéressant. Oui, et puis il faut accepter, vous savez, l'école, elle marche sur sectorisation aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a des endroits, des quartiers, des villes, des villages dans lesquels c'est plus problématique. D'abord, en raison du niveau socio-culturel plus bas de certains parents qui ne suivent pas forcément comme d'autres la scolarité de leurs enfants, qui ne peuvent pas les aider de la même manière et qui parfois n'ont pas les moyens d'assurer le soutien scolaire. On est champion du monde du business du soutien scolaire en France. C'est bien que là aussi il y a un échec de l'école. Et ensuite vous avez les fameux quartiers de l'immigration où là c'est la même chose. Évidemment, quand vous avez une sectorisation avec des enfants qui massivement sont issus de l'immigration, avec des parents qui parfois ne maîtrisent même pas la langue française, on a voulu choisir le plus bas niveau commun. Mais le problème, c'est qu'il faut accepter la révolution qui consiste à dire il y a des enfants qui vont devoir travailler plus que d'autres parce que l'environnement à la maison, parce que le soutien scolaire en effet n'existe pas de la même manière. C'est l'école qui peut rattraper ça pour ces enfants-là en premier, pour qu'ils atteignent le même niveau que les autres. On a choisi l'inverse. Bon, on peut faire tous les cours d'éducation sexuelle qu'on veut, ça ne donnera pas un niveau en français. Alors, autre sujet passionnant, vous avez vraiment dit des choses très intéressantes, j'ai trouvé sur l'école. Laurent Berger, ce départ très politique, qui d'ailleurs a été annoncé hier matin, au moment où Emmanuel Macron arrivait en Alsace, ce qui a quelque part, à un instant, fait quand même un peu d'ombre au déplacement présidentiel. Laurent Berger qui part sur cette, alors je me pardonnerai l'oxymore, mais sur cette défaite glorieuse, c'est-à-dire on perd sur les retraites, mais quand même la bataille de l'opinion est gagnée pour les syndicats. C'est étonnant quand même ce départ annoncé un peu dans la précipitation. Carole Berger ou Carole Barjon? Carole Barjon, aucun lien. Non, il avait toujours dit qu'il n'irait pas au bout de son mandat. Il y a une tradition, c'est 10 ans à la CFDT généralement, et là ça faisait 11 ans qu'il y était. Voilà. Et donc il estimait qu'il avait déjà beaucoup donné. Maintenant, le choix de l'annonce est effectivement, c'était pour embêter le président, vous très pensez? délibéré, et ça c'est très très politique. Berger part au bon moment, sur une défaite glorieuse comme vous avez dit. Et en bon ordre, il part en bon ordre comparativement à ce qu'on a vu à la CGT aussi. Absolument, il y a 30 000 adhérents de plus à la CFDT depuis le début des mouvements contre la réforme des retraites. Il est apparu comme un leader responsable, etc., qui a organisé une mobilisation dans le calme. Et donc, il part un peu en majesté. Je pense qu'au-delà des conséquences que ça peut avoir pour Macron lui-même, enfin l'exécutif en tout cas... Alors vous dites départ très politique, alors que Berger n'arrête pas de dire qu'il ne veut surtout pas faire de politique. Non, mais attendez, il y a une différence entre le fait de faire de la politique active et de s'engager, de se présenter à des élections, candidat à l'élection présidentielle au hasard. Et avoir du sens politique. Pas pareil. Là, le choix du jour où il fait cette annonce est évidemment... mûrement réfléchi. Mais il part en disant quand même le président de la République s'est essuyé les pieds sur les travailleurs. Voilà ce qu'il dit dans son entretien au journal Le Monde hier. Oui, c'est très violent, mais de toute façon, il pense des choses assez violentes sur Macron depuis un moment. En gros, moi je l'avais écrit dans l'Obs. Il pense que les macronistes, au fond, ne comprennent pas qu'on puisse, disait-il, avoir un salaire de merde et avoir des convictions. C'est quelque chose qui les dépasse. Voilà. Donc, ils pensent tout ça profondément. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça change pour l'exécutif, ce départ de Berger. Est-ce qu'ils vont avoir affaire à quelqu'un de plus coriace ou pas? C'est toute Maryse Léon. Oui, Maryse Léon. C'est toute la question. Mais ce qui est certain, c'est que Laurent Berger part aussi à un moment où, pour lui, peut-être, ça pouvait devenir un peu compliqué de continuer à tenir sur une ligne réformiste, puisque la base de la CFDT s'est radicalisée. Donc, au fond,
il part au bon moment aussi pour lui. Ouais. En tout cas, il y a une attente à gauche autour de Laurent Berger. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. À la une de Valeurs Actuelles cette semaine, la mafia Soros. La mafia Soros. La mafia Georges Soros. C'est à la une de l'Obs. Carole Bargeon, elle a oublié. Alors, je vous le dis, chers auditeurs, c'est le petit jeu. T'as pensé à regarder la une de l'Obs, t'en souviens ou pas? Elle oublie toutes les semaines. Non, mais ça a l'air honteux d'oublier, mais quand on l'a pas dans la tête, après on panique, on n'y arrive plus. C'est la mémoire tampon, vous savez, comme dans les ordinateurs. Voilà. Je la cherche, je la trouve pas. Mais enfin bon, je la donnerai demain. Ah oui, sur la drogue. Oui, c'est ça, sur la guerre de la drogue. Très intéressant. Merci à toutes les deux.